partir du moment où vous avez de l'argent qui est prélevé ou de l'argent qui est distribué, vous allez avoir une proportion évidente d'un certain nombre de personnes à frauder. Et ils ont eu ce qu'ils méritaient, les communards. C'était quand même une bande d'ordures qui ont massacré, enfin bon, bref. Gérard Prats, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez Frontières, on est heureux de vous recevoir. Vous êtes délégué national de l'UDR et ancien magistrat de la délégation nationale à la lutte contre la fraude fiscale. Et sociale. Enfin, lutte contre la fraude aux finances publiques. On va rentrer dans le vif du sujet. Il y a plus d'un an, vous réagissiez sur le plan de la lutte contre la fraude fiscale du gouvernement Attal. À l'époque, ce plan était pour vous une opération de communication. On écoute tout de suite. On a un peu le sentiment d'une opération de communication. En même temps, on va donner des signes à la droite en disant qu'il faut lutter contre la fraude sociale du Maghreb, il y a quelques jours. Et puis là, on va lutter contre la fraude fiscale des ultra-riches. On voit bien le côté communication qui en fait est confirmé par ce qu'il y a en réalité dans les annonces, dans le plan annoncé par Gabriel Attal, c'est-à-dire pas grand-chose. Alexandre. Alors, Charles Prats, il y a un an, vous disiez qu'il n'y avait pas grand-chose dans le plan annoncé par Gabriel Attal. J'ai envie de vous demander, un an après, les résultats, qu'est-ce qu'il y a ? Pas grand-chose. Je sais pas, vous les avez vus, vous, les résultats ? Bon, moi, je sais pas, je les ai pas vus. Non, je me réécoutais, effectivement, il n'y a rien à changer, quoi. C'est parce que je faisais allusion à la phrase de Bruno Le Maire qui mettait en exergue la fraude des Maghrébins, etc. Donc c'était assez drôle. À l'époque, on était vraiment dans la pure com politique. Donner des gages un peu comme ça à droite, tout à gauche, lutter contre les riches, etc. Donc non, rien n'a changé. Malheureusement, le plan de Gabriel Attal, il avait été, je ne sais pas si vous vous rappelez, présenté en 2 volets. D'abord un volet lutte contre la fraude fiscale, ensuite un volet lutte contre la fraude sociale. Et sur la fraude fiscale, il ne s'est pas passé grand-chose. Droite-gauche, tout simplement. Voilà. Il ne s'est pas passé grand-chose de plus que ce qui se passe habituellement. C'est-à-dire que les services font le boulot classiquement. Et souvent, vous savez, ils sont là, ils laissent les ministres faire un peu de communication politique, puis la Direction générale des finances publiques, c'est un grand léviathan administratif. Elle continue son petit bonhomme de chemin tranquillement, puis elle fait son travail. Sans trop, en réalité, se préoccuper des agitations médiatico-politiques de l'échelon ministériel. Et au niveau de la fraude sociale, malheureusement, ce qui avait été annoncé, c'est ce que j'avais dit d'ailleurs à l'époque, puisque Gabriel Attal m'avait demandé de venir le voir pour en discuter. On en avait discuté, je lui avais dit ce qu'il fallait faire. Évidemment, il n'a pas fait ce que je lui avais dit qu'il fallait faire. Et puis on en est toujours là, quoi. Voilà. Alors on en était, vous savez, sur des annonces de carte vitale de fusion à l'époque. Il voulait abandonner la carte vitale biométrique et il voulait fusionner la carte vitale et la carte d'identité. Ça, c'était le grand truc de Gabriel Attal, dont le ministère de l'Intérieur ne voulait pas d'ailleurs, accessoirement, ça n'avait pas du tout été dealé avec Beauvau. Et donc là, on en arrive avec rien du tout qui s'est passé à la sortie. En revanche, aujourd'hui, Michel Barnier, qui connaît un peu le sujet, puisqu'on en avait discuté, lui et moi, déjà à l'époque en 2021, et puis on en a rediscuté là très récemment, qui essaye de faire avancer les choses, notamment avec la biométrie. Donc on va voir si enfin il va y avoir quelque chose qui va être mis en place. Mais en tout cas, le plan Attal en tant que tel, pas grand-chose, quoi. Et alors, donc vous faites personnellement, j'ai envie de dire, du lobbying auprès de Michel Barnier, donc pour ça. Je fais du lobbying auprès de personne. Quand les gens me posent des questions, j'y réponds. Je comprends bien. Cela étant, il y a quand même une question que je pense beaucoup de Français se posent, qui va être effectivement, est-ce que la fraude fiscale, est-ce que la fraude sociale, la lutte contre la fraude en général, est-ce que c'est pas un peu l'argument facile des politiques qui vont aller dire ah oui, on va prendre 30 milliards là, on va prendre 50 milliards là, on va réussir ça, et comme ça va équilibrer notre budget. On a vu que 3 ou 4 candidats quand même, et je pense à Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, Marine Le Pen, avaient notamment durant la dernière présidentielle dit on va prendre de l'argent dans la fraude fiscale, dans la fraude sociale. Est-ce que c'est pas un peu l'argument facile ? Est-ce que c'est vraiment possible de lutter contre la fraude, ou est-ce que la fraude aura toujours un coup d'avance sur ceux qui la combattent ? Alors, par définition, dans les organisations humaines, vous aurez toujours la fraude. À partir du moment où vous avez de l'argent qui est prélevé ou de l'argent qui est distribué, vous allez avoir une proportion évidente d'un certain nombre de personnes à frauder. Est-ce que pour autant il faut laisser faire ? Là on est en période budgétaire, c'est toujours l'automne, donc on est en période de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale. Faire des projections de recettes sur la lutte contre la fraude, c'est toujours compliqué pour plein de raisons. D'abord parce que la fraude, c'est à peu près combien c'est, on peut avoir des idées des enjeux globaux. C'est une chose. De 1 à 120 milliards. Voilà, alors, vous avez
on dit, voilà, on se fait piquer, en gros, X. Bon, très bien, ça c'est une chose. Après, il faut identifier les fraudeurs. Donc vous leur courez derrière. Ah, vous en avez attrapé un certain nombre et vous avez identifié Y milliards de fraudes. Très bien. Mais pour équilibrer votre budget, il faut que l'argent, vous le récupériez. Il faut que ce soit recouvré. Bien sûr. Soit que vous arrêtiez de le perdre, soit que vous le recouvriez. Puis alors là, c'est plus la même musique. C'est-à-dire que si vous voulez, la lutte contre la fraude, ça se fait en 3 temps. C'est-à-dire le côté évaluation du montant de la fraude, j'aurais tendance à dire que ça, c'est tout le monde se focalise là-dessus, mais c'est pas le plus important en réalité, parce qu'une fois qu'on a dit il y a de la fraude, ouais, très bien, super, hein, génial, il y a de la fraude. Bon, il faut quand même aller chercher les fraudeurs. Hein. La base, c'est ça. Commençons par aller attraper les fraudeurs, puis après on voit quoi, hein, on voit combien on ramène. Et il faut ramener. Donc il faut aller identifier. Et après, une fois que vous avez identifié, il faut faire rentrer l'argent dans la caisse. Et là, c'est plus la même musique. Vous savez, quand vous avez le fisc, par exemple, qui vous dit « Ouais, on a identifié 15 milliards d'euros de fraude fiscale ». C'est le grand classique, hein, tous les ans. Ils vous font leur numéro de claquette, là, les ministres des Finances, tous autant qu'ils sont hein, depuis des années. Ils disent 15 milliards. Non, d'abord, c'est les redressements. C'est pas la fraude, ce sont les redressements. Il faut savoir qu'il y a à peu près simplement entre un quart et un tiers des dossiers de redressement fiscaux qui sont de la fraude fiscale. Le reste, c'est des divergences d'appréciation entre l'administration et les contribuables, c'est des erreurs, etc. Fraude en tant que telle, c'est beaucoup moins. On tourne entre 3 et 5 milliards par an de fraude fiscale détectée. Donc, ils vous disent, ouais, 15 milliards, machin. Mais après, combien est-ce qu'ils en ont recouvré ? C'est ça qui est intéressant. Et pareil en matière sociale. On vous dit, voilà, on a attrapé du travail au noir, on a identifié, etc. Ok, super. Combien vous avez récupéré d'argent en vrai qui rentre dans les caisses ? Et puis alors là, en général, ça communique pas trop, vous voyez, sur ce chiffre, parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes montants. Mais en matière budgétaire, c'est celui-là qui compte. C'est soit la fraude que vous avez évitée, parce que vous avez verrouillé le système, fait en sorte que, soit quand vous avez identifié la fraude, l'argent que vous avez fait rentrer dans les caisses, que vous avez recouvré réellement. Et là, c'est plus la même musique. Donc c'est pour ça que je vous dis, en tirer un argument purement budgétaire concret de réduction du déficit constaté, c'est-à-dire à l'exécution, hein, sur ce qu'on appelait avant la loi de finances de règlement, c'est pas du tout la même musique. C'est-à-dire qu'on peut difficilement dire, voilà, on va récupérer et budgéter 30 milliards sur la fraude. C'est pas très conforme à la réalité. Il faut avoir des projections de recouvrement réel, c'est-à-dire combien d'argent rentre dans les caisses. Et c'est pour ça que, notamment en matière de lutte contre la fraude sociale, moi j'insiste beaucoup sur le principal sujet qui est le sujet de l'immatriculation frauduleuse à la sécurité sociale. Donc pas un sujet de carte vitale, hein, vraiment un sujet d'ouverture des droits et de droits ouverts à la protection sociale. Parce que là, si on travaille là-dessus, sur le nettoyage, entre guillemets, du fichier, et qu'on sort du système X millions de personnes qui n'ont pas à y être, là, vous travaillez très en amont et vous dépensez plus. C'est-à-dire que là, au niveau de la fraude, vous la stoppez en réalité avant qu'elle ait lieu. Et donc, vous évitez de perdre l'argent. Et là, vous avez un véritable gain budgétaire. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de courir derrière les gars qui ont fraudé pendant des années. Donc ça, il faut le faire, hein. Mais avec du recouvrement aléatoire, vous bloquez le truc. Je vous donne un exemple. Voilà. Imaginez que vous soyez inscrit à la sécurité sociale depuis 4 ou 5 ans. Vous percevez des allocations, vous faites rembourser les soins, etc. Alors que vous n'êtes pas censé y être, vous n'êtes plus en France, vous vivez à l'étranger, vous avez plus êtes droit. Un centenaire algérien. Vous avez plus de droit à la Sécu, mais vous continuez à percevoir de manière illicite. J'ai 2 options. Soit effectivement, je vous cours derrière et je dis attends, monsieur, ça fait 5 ans. Et donc j'essaye de récupérer les 5 années où vous avez piqué de l'argent. Ça, je suis pas sûr d'y arriver, parce que peut-être d'ailleurs vous êtes insolvable. Voilà. Donc je pourrais dire oui, monsieur X, il a fraudé 30 000 euros. Super, j'ai 30 000 euros de fraude détectée, mais j'ai pas un argent qui va rentrer dans la caisse si le gars il est insolvable. En revanche, ce qui va marcher, c'est que comme je vous ai stoppé, pour les X années qui viendront, si c'est 6 000 euros par an, par exemple, que vous perceviez, je sais que je fais 6 000 euros d'économie sur la lutte contre la fraude parce que je vous ai sorti du système. Et ça, c'est très efficace. Et c'est ce qu'il y a de plus efficace. À un moment donné, c'est malheureux à dire, mais je pense qu'il faudra qu'on fasse une croix sur la capacité de recouvrement des fraudes qu'on détectera, parce que pour plein de raisons, les types seront insolvables, ils seront barrés, on n'y arrivera pas, on ne retrouvera pas l'argent. Ça demande des moyens humains aussi. Oui, mais surtout, à un moment donné, on ne retrouvera pas l'argent. C'est comme la fraude à la taxe carbone. Tout le monde a parlé de la TVA. Ok, on a attrapé des bonhommes, mais
on n'a pas revu l'argent. Donc c'est toujours le problème. C'est à un moment donné, si vous attrapez pas les fraudeurs avant qu'ils aient fraudé, l'argent vous le voyez plus. Et donc là, en matière de lutte contre la fraude sociale, c'est vraiment le sujet à prendre à bras le corps, cette problématique de l'immatriculation, parce que là, on va vraiment faire des économies. On sait à peu près que si on sort X millions de personnes, à la règle de 3 par rapport à la dépense de protection sociale, on économisera à peu près X milliards d'argent public. Et j'aurais presque tendance à dire qu'il faut pas le chiffrer. Et tout le monde se base sur les évaluations monétaires, et j'aurais presque tendance à dire qu'il faut pas chiffrer ce qu'on va faire. Il faut le faire. Et puis après, on aura la bonne surprise. Oui, d'accord. Mais il ne faut pas le compter comme élément du budget. Alors, faut pas le compter comme élément du budget. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire rentrer dans un programme, dans l'article d'équilibre, on va dire. Il ne faut pas le faire rentrer dans un équilibre budgétaire. Il faut que ce soit la bonne surprise, vous voyez, c'est un peu la poire pour la soif. Après, mais on rentrerait peut-être dans des débats un peu trop longs pour cette matinale, peut-être des manières d'établir une clé de répartition des gains, justement, en disant, voilà, une partie doit aller au désendettement, obligatoirement, une partie doit aller aux services qui font le travail pour encourager les agents, etc., recruter du monde, donner des primes, etc. Voilà, une partie doit aller en réduction d'impôts, parce qu'il faut que ça serve aussi aux Français, leur dire voilà, on lutte contre la fraude, et ce qu'on a réussi à glaner, il y a une partie, on vous baisse vos impôts, etc. Vous voyez, il faut peut-être plus travailler comme ça sur des clés de répartition de ce qu'on réussira à gagner par la lutte contre la fraude, plutôt que de dire voilà, on budgète, on a gagné 30 milliards, donc voilà. D'abord, comme on n'est pas sur du tangible, sur du certain, c'est très compliqué de vouloir faire entrer ça dans un article d'équilibre budgétaire. Et par contre, pour le consentement à l'impôt, c'est très important. Pour une autre raison, je saute du coq à l'âne, mais qui est quand même fondamentale. Vous voyez bien ce qui est en train de se passer avec la loi de finances. On augmente les impôts, en gros, on augmente les prélèvements, on baisse les prestations de l'autre côté. De toute manière, on peut difficilement faire autrement vu l'état budgétaire de la France. Sauf que les gens, vous ne pouvez pas leur justifier de leur serrer le kiki et de leur augmenter les impôts si de l'autre côté vous leur montrez pas que vous luttez contre la fraude. C'est pas possible. Vous devez démontrer que vous allez d'abord chercher de l'argent dans la poche des fraudeurs plutôt que dans celle des contribuables. Il faut même faire quelques symboles, ne serait-ce que... C'est même pas des symboles, c'est même pas quelques symboles, c'est fondamental. C'est pas quelques symboles, c'est une attitude générale de l'État. Voilà, c'est de dire on va d'abord chercher l'argent dans la poche des fraudeurs avant d'aller le chercher dans celle des contribuables, et que les gens le sachent et le voient. Voilà. Et donc il faut incarner la lutte contre la fraude. Si vous n'avez pas, et c'est un peu le problème aujourd'hui du gouvernement de Michel Barnier, malgré toute la bonne volonté du Premier ministre, ils ont aujourd'hui un problème d'incarnation de la lutte contre la fraude, alors qu'ils sont rentrés dans une nécessité d'augmentation des prélèvements obligatoires et de baisse des prestations, parce que de toute manière on peut le tourner dans tous les sens. Quand vous êtes en phase de quasiment 200 milliards de déficit, tel que c'est parti, on doit être à 180 milliards glissants, avec 3228 milliards de dettes publiques, ou rajouter 4200 milliards d'engagements hors bilan, enfin je vous fais pas le dessin, avec une situation nette qui doit être dans le rouge de 1800 milliards de mémoire dans la dernière loi de finances de règlement. À un moment donné, les choses sont là, quoi qu'il en coûte, bonjour les dégâts. Du coup, vous vous retrouvez avec une obligation d'équilibrer les choses et de revenir dans le droit chemin. Et donc ça ne peut passer que par le double chemin de l'augmentation des prélèvements à un moment donné et de la baisse des dépenses. Voilà. Il n'y a pas 36 solutions, j'en connais pas d'autres. Donc voilà, et donc ça, pour pouvoir le justifier, vous êtes obligé aussi derrière de montrer que vous faites les choses à l'endroit, et que vous allez aussi travailler de manière d'arrache-pied sur la lutte contre la fraude, au-delà des plans de communication de Gabriel Attal, qui est fort sympathique au demeurant, Gabriel Attal, mais bon, qui était aussi tenu par ses services, puis il a fait présenter ce que ses services lui donnaient comme mesure à mettre sur la table. Il n'a pas eu je pense, l'audace d'être un petit peu plus innovant.
Mais là, Michel Barnier, moi, plutôt l'UDR est pas dans la majorité du tout, vous le savez. Oui. Moi, après, à titre personnel, j'ai une bonne image de Michel Barnier. Je m'entendais bien avec lui, et je pense sincèrement qu'il est plutôt allant sur ces sujets-là. D'abord, il en parle. C'est lui qui en a parlé, c'est lui qui l'a remis sur la table. Donc ça, c'est déjà bien. Après, il faut qu'il y ait des mesures concrètes qui soient mises en œuvre. Il y a quelque chose qui est assez étonnant avec ce sujet-là, c'est que théoriquement, c'est censé être extrêmement consensuel quand même. C'est-à-dire que globalement, qui serait contre la fraude ? Tout le monde est contre la fraude. Voilà. Enfin, qui serait pour la fraude ? Pardon, c'est l'inverse que je voulais dire. Oui. Qui serait pour la fraude ? Qui n'aurait pas envie de lutter contre la fraude ? C'est ça aussi cette question. Et on s'étonne. Non, mais il y a plein de gens qui veulent pas lutter contre la fraude sociale, en tout cas. Regardez. Ça les arrange pas ? Alors, on pourra en parler longtemps sur les sondages, sur l'acceptabilité de la fraude par les Français. Mais regardez, là, ça date d'il y a quoi ? Il y a une semaine, même pas. Vous avez 15 associations qui sont allées devant le Conseil d'État pour faire condamner la Caisse nationale d'allocation familiale, la branche famille, qui utilise des algorithmes de data mining pour détecter la fraude. Et là, vous avez 15 associations vent debout en disant c'est scandaleux d'utiliser du data mining pour détecter les fraudeurs, c'est discriminatoire. C'est affligeant et pour le coup la branche famille c'est une très très grosse source de dépenses. On en parlait il y a quelques jours avec le député UDR Géraud Vergne. Toujours dans le domaine de la fraude fiscale et le plan de Gabriel Attal dont nous venons de parler, François Ruffin évoquait il y a quelque temps les grosses fortunes qui ne payent pas d'impôts en France. On écoute tout de suite. Passer des contrats avec McKinsey qui paye 0 d'impôt sur les sociétés en France. Est-ce que Amazon ne sera plus reçu à l'Elysée en la personne de son patron Jeff Bezos puisqu'il ne paye pas d'impôts ni en France ni en Europe. Vous voyez, on a un Gabriel Attal qui vient dire on va faire des choses merveilleuses sur la fraude fiscale quand dans la réalité aujourd'hui ils font rien. Alors effectivement, François Ruffin qui lui a toujours été dans les premiers à lutter contre la fraude fiscale. En l'occurrence, c'est pas dans les premiers à parler. Vous savez, ils font ça m'amuse beaucoup. Je vous coupe là-dessus, mais c'est intéressant ce que vous dites. Oui, ils parlent, ils luttent que dalle. Ils ont attrapé combien de fraudeurs dans leur vie ? Moi, c'est ce que je dis toujours aux gens, même aux journalistes qui me disent oui, vous dites des bêtises, etc. J'en ai ok. T'as attrapé combien de fraudeurs toi dans ta vie ? Il faut être au pouvoir pour attraper les fraudeurs. Non, il faut être dans les services. Moi, je vais pas aller courir dans la rue pour attraper les fraudeurs. Ah bah voilà, moi je l'ai fait. Ouais, donc voilà, donc c'est pour ça que quand les gars ils viennent vous dire vous dites des conneries et tout, j'ai ok, t'as attrapé combien de fraudeurs dans ta vie toi ? T'as ramené combien de pognon dans la caisse ? Voilà. Un politique, un machin que tu dis blablabla, ok, allez, vas-y, mets ton bilan sur la table qu'on rigole. Voilà. Donc François Ruffin a parlé, est un des premiers à parler. Je reprends donc. François Ruffin, effectivement, est un des premiers à parler de la question de la fraude fiscale, mais c'est vrai que il y a la question de aussi toutes ces sociétés qui ne paient pas leurs impôts en France. On avait eu, il y a maintenant 3 ans, je crois, ou 2 ans, l'affaire McKinsey qui avait quand même énormément fait parler, en partie parce que l'entreprise McKinsey, la branche française, ne paie pas ses impôts en France. Et est-ce que justement, là-dessus, il n'y a pas un travail à faire aussi pour poursuivre tous ces géants ? Il y a au niveau européen un travail qui est fait contre les GAFAM, mais est-ce qu'il n'y a pas un travail aussi national à faire à ce sujet ? Alors François Ruffin parlait d'Amazon. Il avait raison de parler d'Amazon. J'en parle d'ailleurs dans mon bouquin, dans le tome 2. On invite nos éditeurs à oui, Cartel des fraudes 2. Dedans, je mets la compta d'Amazon d'ailleurs. En annexe, vous avez la comptabilité d'Amazon et je montre en fait comment Amazon fait effectivement pour ne pas payer d'imposition sur, de mémoire, on doit être à 44 milliards d'euros de bénéfices sur l'Union européenne. Joli. Et ils arrivent par un système de montage d'optimisation, tout ce qu'il y a de plus légal, à ne pas payer d'impôts. Mais c'est pas les meilleurs. Les plus forts, c'est Microsoft en la matière. C'est les champions du monde, c'est Microsoft. Sur l'optimisation fiscale. Mais là, on n'est pas sur de la fraude fiscale, on est sur des mécanismes d'optimisation fiscale, de manipulation de prix de transfert et de localisation géographique des bénéfices pour faire de l'optimisation de la charge fiscale des grands groupes. C'est quelque chose qui se fait depuis très longtemps et c'est quelque chose qui continuera à se faire à partir du moment où vous avez un différentiel de taxation selon les pays et dans un marché unique comme l'Union européenne. Quand vous avez des pays qui ont un taux d'impôt sur la société à 12,5 qui doit être relevé à 15 de mémoire en Irlande. Oui. Et ben évidemment, les gens ont tendance à plus vouloir localiser leurs bénéfices dans ce pays-là plutôt qu'en France où vous êtes à 25 et où là on parle de vous augmenter encore l'auto d'IS. Bon, ce qui est normal. Ce serait presque un comportement d'abus de bien social de la part d'un dirigeant d'entreprise de ne pas optimiser fiscalement
fiscalement. C'était une discussion que j'avais avec des profs de droit, d'ailleurs, fiscal. On rigolait en se disant, tiens, on pourrait presque faire un article de doctrine en expliquant que ne pas optimiser fiscalement pour un dirigeant d'entreprise, c'est commettre une infraction pénale. C'est commettre un abus de bien social parce qu'il fait des biens de l'entreprise un usage contraire à celle-ci en payant plus d'impôts que ce qu'il pourrait payer. Non, mais en termes juridiques, ce que je dis n'est pas tout à fait dénué de portée. Donc voilà, c'est pour pouvoir justifier une bonne image vis-à-vis de l'opinion publique, dire moi je paye beaucoup d'impôts, on fait de l'usage des biens de l'entreprise, donc du coup un usage contraire à celle-ci, puisqu'on dépense de l'argent qui pourrait ne pas être dépensé. On est pile poil dans la définition de l'abus de bien social, pénalement réprimé. Vous voyez ? Donc est-ce que l'optimisation fiscale en tant que tel n'est pas justement quelque chose qui est dans l'obligation du chef d'entreprise pour ne pas tomber sous le coup de l'abus de bien social. Je ferme la parenthèse, mais c'est un beau sujet de droit, vous avez 3 heures. Donc sur l'optimisation fiscale internationale, c'est un sujet qui est complexe et qui ne peut être résolu que par une certaine harmonisation des taux d'imposition. C'est un travail qui est effectué depuis des années sous l'égide de l'OCDE et donc c'est tous les travaux sur la lutte contre ce qu'on appelle l'érosion des bases fiscales et donc c'était l'idée de mettre en place un impôt sur les sociétés minimum dans tous les pays et toute la question c'est de fixer la barre et la barre a priori était fixée à 15%. En négociation internationale. Et donc l'idée, c'est de dire que tous les pays doivent avoir un impôt sur les sociétés minimal de 15%. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez faire converger les taux d'imposition de l'ensemble des pays vers 15%. Parce que tout ce système-là, si vous voulez lutter contre l'optimisation fiscale, n'a d'intérêt que si tout le monde tend vers le même taux. Parce que si vous en avez qui restent à 15%, par exemple l'Irlande, et que les autres restent à 25%, vous continuerez les boîtes, elles iront vers celui qui est à 15% et pas celui qui est à 25%. C'est assez naturel, système comme ça de transvasement. Et donc la solution, elle est là. La solution, elle est effectivement, à un moment donné, d'obtenir un taux d'imposition relativement homogène dans des zones économiques qui elles-mêmes le sont. L'Union européenne étant a priori, en tout cas c'est le principe qui est visé, étant censé être un marché homogène, marché unique des capitaux, libre circulation financière des personnes, etc. Il ne serait pas totalement débile d'avoir un taux unique d'imposition, un taux dans chaque pays, un taux d'imposition sur la société qui soit à peu près le même. Voilà. Et donc, par définition, est-ce qu'il faut aller vers le moins 10 ans ou le plus 10 ans ? Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut aller vers le mieux 10 ans économique. Et le mieux 10 ans économique, c'est là où il y a le moins d'impôts. C'est l'Irlande, qui démontre d'ailleurs aujourd'hui, par sa situation budgétaire, le bien fondé d'un taux d'imposition plus faible. Vous savez, il n'y a pas de secret. C'était un titre qui faisait d'ailleurs beaucoup hurler une bonne partie des Français et dont Bruno Le Maire aurait dû s'inspirer. C'est le fait qu'il y a eu un titre d'article qui est sorti récemment disant que l'Irlande ne savait pas quoi faire de son excédent budgétaire de 8 milliards d'euros. Il ne savait pas quoi en faire. Alors on est quand même particulièrement quand même, mais oui, tout à fait. Non, mais je vous laisse reprendre, mais c'est vrai que... Oui, tout à fait, mais si vous voulez, pourquoi l'Irlande ça ? Le principe, si vous voulez faire rentrer l'argent dans les caisses, je lâche ça à la cantonade. Peut-être que le gouvernement ou le Parlement, s'ils l'entendent, pourrait s'en saisir. Malheureusement, je crains que pour des raisons idéologiques, ils refusent de voir l'éléphant au milieu de la pièce. Le principe d'un impôt qui rapporte beaucoup, c'est une assiette large, la plus large possible, avec un faible taux pour l'acceptabilité. En clair, ça veut dire qu'il faut que tout le monde paye, pas beaucoup en taux, mais que tout le monde paye. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est l'inverse de ce qu'on fait en France. En France, l'impôt, il est concentré sur très peu de personnes à qui on fait payer beaucoup. Je parle de l'impôt sur le revenu, là, en l'espèce. Alors que la TVA, c'est un impôt que tout le monde paye au même taux. Ça ne veut pas dire que vous payez la même chose. C'est-à-dire si vous êtes millionnaire et que vous dépensez 1 million d'euros, vous, à TVA à 20%, vous payez 200 000 euros de TVA. Si vous ne dépensez que 10 000 euros, vous payez 2 000 euros de TVA. Vous voyez, donc c'est pas tout à fait la même chose. Chacun paye en proportion de ce qu'il dépense, ou dans ce qu'on appelle la flat tax, payera en proportion de ce qu'il gagne. Et ça, c'est ce qui rapporte le plus d'argent. C'est ça qui rapporte le plus d'argent. Et accessoirement, c'est ce qui est considéré comme le plus juste par les Français, contrairement à ce qu'on entend.
Vous avez plus de 80% des Français qui vous disent, il y a eu des études qui ont été faites, quand vous les mettez en situation face aux chiffres, en données chiffrées, pas en disant proportionnalité ou bien progressivité, parce que ça, ils comprennent rien au concept. Quand vous leur mettez les chiffres sous le nez, vous avez plus de 80% des gens qui vont vers la flat tax. Et donc vers l'impôt proportionnel, et qui condamnent de manière absolument unanime l'impôt progressif tel qu'on le vit aujourd'hui. Et donc ça, c'est l'efficacité. L'efficacité fiscale et la justice fiscale, c'est l'impôt proportionnel. Donc ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire qu'il faudrait changer complètement la règle fiscale, sortir des tranches d'imposition, etc. et dire voilà, tout le monde paye, je sais pas moi, 7% d'impôt sur le revenu. Donc techniquement, ça voudrait dire que vous le fusionnez avec la CSG, vous faites ce que le professeur Douai appelle une contribution fiscale généralisée, ce que moi j'appelle un impôt proportionnel égalitaire, et vous calculez le pourcentage et tout le monde paye X% tous les mois par rapport à ce qu'il gagne terminé. Et là, vous allez faire... Ça favoriserait les riches quand même. Ça favoriserait pas les riches, c'est la justice fiscale. Oui, ça veut dire que les plus riches, quelque part, auraient un taux qui est bien plus faible et les plus pauvres auraient un taux qui serait plus élevé. Tout le monde aurait le même taux. Mais non, mais par rapport à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une grande partie des Français... Aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans une situation de faillite. Donc, il faut oublier ce qu'on fait jusqu'à aujourd'hui. On repart à zéro et on fait quoi ? Il faut oublier ce qu'on fait aujourd'hui. On repart à zéro et on fait quoi ? Si vous dites que voilà, le taux d'imposition tout compris c'est 15%, ou 20%, chacun paye 20% de ses revenus en impôts, charges sociales, etc. 20%. Voilà. Vous gagnez 1 million d'euros, vous payez 200 000. Vous gagnez 10 000 euros, vous payez 2 000. Voilà. Celui qui gagne 100 fois plus, il paye 100 fois plus d'impôts. Et tout le monde va vous dire, oui, c'est ça la justice fiscale, parce que c'est ça la justice fiscale. C'est pas autre chose. C'est pas, vous gagnez 100 fois plus, vous payez 500 fois plus d'impôts. Ça, c'est débile. Mais malheureusement, c'est le système dans lequel on est. Et la moitié des gens n'en payent pas. Ça peut pas fonctionner. D'ailleurs, même Jean-Luc Mélenchon est en faveur du fait que l'impôt sur le revenu soit payé par tous les Français, même à un taux de 1%, je crois, ne serait-ce que de façon symbolique pour améliorer le consentement à l'impôt aussi. Non, ça c'est pour faire passer la pilule de faire des taux confiscatoires au-dessus. Vous voyez, ils sont pas du tout dans cette logique de flat tax. Et en réalité, il faut rentrer dans cette logique de la flat tax. Pour des raisons tout simplement de justice évidemment, mais d'efficacité fiscale. Voilà, on est dans un système où il faut faire rentrer de l'argent et que ce soit acceptable. Pour faire rentrer de l'argent, il faut une large assiette et un faible taux pour l'acceptabilité. Voilà. Bon, mais c'est pour ça que je vous dis que ça, en l'état, on n'est pas dans la maturité politique suffisante aujourd'hui pour y arriver, parce que les gens ont la réaction que vous avez eu, mais c'est injuste, mais ceci, cela, parce que j'ai pas dit que c'était injuste, j'ai dit que les pauvres vous êtes fait bourrer le mou depuis des décennies. Et les riches paieraient moins. C'est tout ce que j'ai dit. Mais non, c'est pas une question de justice. Les pauvres paieraient plus, les riches paieraient moins. Non, c'est les gens paieraient pareil. Voilà. Les gens paieraient à due proportion de leurs revenus. Mais le problème, c'est que, comme la plupart des gens, vous vous êtes fait bourrer le mou par des décennies de propagande par la doxa. Vous savez, et c'est quand il y a eu ces études qui ont été faites, c'était hyper intéressant, c'est que quand vous demandiez aux gens est-ce que vous êtes pour l'impôt progressif ou l'impôt proportionnel en concept, les gens ils vous disaient oui, on est pour la progressivité de l'impôt, et que vous leur mettiez les chiffres devant, ils allaient sur la proportionnalité. Les mêmes qui vous disaient qu'ils étaient pour la progressivité, ils disaient proportionnalité. Parce que dans leur tête, la progressivité, c'était la proportionnalité. Ils disaient, voilà, celui qui gagne 10 fois plus, il paye 10 fois plus d'impôts. Pour eux, c'était ça dans leur tête, la progressivité. Ils disaient, oui, c'est normal, il gagne plus, il paye plus. Parce que les gens sont concrets. Sauf qu'on leur a tellement bourré le mou, c'est qu'ils disent, oui, moi je suis pour la progressivité, sauf que la progressivité, c'est pas du tout ce qu'ils croient. Et c'est assez intéressant d'ailleurs, ces études qui ont été faites, c'est que vous avez la démonstration de la manipulation politique depuis des décennies qui a frappé les Français. C'est très 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 flagrant. Mais après, je pense que pour faire l'avocat du diable de nos auditeurs, parce que je pense que, et je me sens aussi concernée par ça quand je vous écoute, c'est que tout ce qui est économie, finance, c'est des gros mots. Et ça paraît inaccessible en réalité. Je pense pour la plupart des personnes qui même nous écoutent aujourd'hui, on vous écoute, on comprend parce que vous mettez les mots, vous expliquez, c'est très clair. Mais qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à nos auditeurs notamment pour vraiment que ça soit plus accessible, qu'ils comprennent mieux, qu'ils se fassent moins avoir quand ils écoutent notamment les informations et d'autres chaînes et de médias? Ça demande un peu de travail quand même. Ça veut dire que... mais bon, ça demande du travail, c'est le travail des citoyens pour s'éclairer. Ça veut dire que... Enfin, moi, je conseille toujours de lire un petit peu,
faut avoir quand même 2-3 notions de macroéconomie et de microéconomie, de voir de quoi on parle. Et puis, donc lire des petits bouquins. Donc aller se trouver des bouquins d'introduction à l'économie. Vous en avez écrit ou pas ? Enfin non, moi je n'ai pas écrit de bouquin d'économie, je suis pas prof d'éco. Mais alors j'aurais presque tendance à dire que on peut conseiller les bouquins de Jacques Généreux, qui pourtant est un mec très à gauche et qui est un des conseillers de Mélenchon, etc. Mais les bouquins de Généreux, qui sont des petits formats, sont plutôt bien faits. Il doit y avoir économie politique, microéconomie, macroéconomie. Donc voilà, ça permet d'aller vite. Comprendre les sujets. Voilà, d'un peu appréhender les choses. Après, de s'intéresser un petit peu aux théories économiques libérales. Je renvoie évidemment vers toutes les vidéos de Charles Gave, qui peuvent être quand même des choses qui permettent d'appréhender avec un peu de vulgarisation et de simplicité les mécanismes financiers internationaux et l'économie. Voilà, les gens peuvent se renseigner. C'est pas, il n'y a vraiment pas de problématique là-dessus, mais il faut faire cet effort-là. Voilà. Comme pour l'information, finalement. Oui, c'est aussi de s'informer par soi-même et de ne pas attendre qu'on nous mette les choses tout de suite dans le bec. Et regarder ce qui se passe dans d'autres pays. En faisant fi de tout ce qu'on essaye de vous baratiner. Vous voyez, par exemple, ce qui se passe en Argentine, c'est vachement intéressant. Ce qu'est en train de faire Javier Milei en Argentine. Très intéressant. Alors, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, donc on va voir au final ce qu'il aura réussi à faire du pays argentin. Parce qu'il est décrié par la chronique. Oui, mais il faut aller voir en vrai. Si vous avez que ça à faire à frontière... C'est un sacré personnage. Pas que ça à faire, mais pourquoi pas. J'ai un contact, on va essayer de travailler. Je suis sûr que si vous proposez à Garen Chnorokian ou à Eric Tegner d'aller faire un tour en Argentine, ils sautent dans l'avion et ils y vont, quoi. À leur propre frais, ils iraient en plus. Dernière question, est-ce que vous avez quelques minutes à nous accorder de plus pour rester avec nous pour la revue de Moraline ? Il y aura Garen qui va nous rejoindre et Guillaume. En fait, c'est revue de Moraline. En fait, on écoute un extrait, souvent de personnalités, même principalement de personnalités de gauche, et ensuite on débat, on discute autour de ça. Bon, si on me fait un café, je reste. Très bien. On va vous apporter un café si quelqu'un peut nous apporter un café et un verre d'eau. Hop. Merci beaucoup Raphaël qui est notre stagiaire pour cette semaine. Guillaume, du coup, on ouvre cette revue de Moraline. On accueille une nouvelle fois Guillaume Foucteau pour sa revue de Moraline. La revue de Moraline, c'est parti. Si vraiment il y a des personnes qui sont des potentiels terroristes, c'est pas parce qu'ils restent en Afghanistan qu'ils sont moins dangereux en vrai. Je ne peux pas survivre quand il y a que des blonds aux yeux bleus, c'est au-delà de mes forces. La revue de Moraline. Quelque part, les avoir en France, ça nous permet aussi de les surveiller. Avec votre parcours d'être devenu député, vous dites vive la France ? C'est pas... Pourquoi Non mais Guillaume Foucteau. Pardon, c'est vous, je me réveille là, je suis en train de... On accueille une nouvelle fois Guillaume Foucteau pour sa revue de Moraline. Guillaume, on ouvre cette revue de Moraline avec un son de Guénolé. On ouvre cette revue avec Thomas Guénolé, qui souhaite tout simplement raser la basilique du Sacré-Cœur pour en faire un musée des communards. C'est ça. Si on rase le Sacré-Cœur pour mettre l'hôtel à la place, là je suis pour. Oh là là, quelle horreur. Le Sacré-Cœur a été construit pour expier, entendez-moi bien, pour expier les péchés des communards de la commune de Paris. Et alors c'est complètement dégueulasse de faire un truc pour les gens. Et alors les communards, ces révolutionnaires anarchistes en fait, ils ont été fusillés comme des chiens le long du mur des fusillés. Et cette merde meringuée géante que je trouve détestable du point de vue architectural, je serais ravi au minimum qu'on en fasse un musée des communards. Tiens, monsieur Guénolé, comment on se retrouve ? Vous êtes dans ma Moraline pour la 2e fois en 2 jours. Alors, le record de Sandrine Rousseau est désormais battu. Et vous êtes une fois encore fait remarquer avec cette déclaration de haute volée. Cette fois, le Sacré-Cœur doit être rasé. La christianophobie d'une certaine gauche ressurgit pour nous jouer un mauvais tour. Une nouvelle fois, tout ce qui se rattache à notre identité les dégoûte. Tout ce qui est trop catholique les indigne. En somme, tout ce qui est trop français les révulse. L'héritage de la France est catholique, monsieur Guénolé. Cela est une vérité intangible et ce n'est pas en vous faisant passer pour un Robespierre 2.0 que notre histoire vieille de 1000 ans changera. Et puis, quitte à prôner cette laïcité absolue, pourquoi ne pas protester contre des mosquées ou tout autre symbole n'étant pas catholique ? Le manque de courage, certainement. Vous savez pertinemment que certains ne vous le pardonneront pas. Donc oui, les chrétiens sont une cible facile puisque vous ne risquez pas votre vie en les critiquant. Tout cela me fait penser à monsieur Apathy qui voulait raser Versailles. Au-delà de toute idéologie, peut-être que ces messieurs sont en fait dépourvus de toute considération esthétique. Il semblerait qu'être de gauche, c'est détester la beauté. Charles Prats, raser la basilique du Sacré-Cœur pour en faire un musée des communards, pour ou contre ?
contre, mais ça vient pas de nulle part. D'ailleurs, il le dit, Guénolé. Faut pas oublier que effectivement la basilique du Sacré-Cœur a été faite. Enfin, elle a été construite, et il y a ce côté expiation des crimes des communards, qui étaient des criminels. Voilà, ils ont eu ce qu'ils méritaient, les communards. C'était quand même une bande d'ordures qui ont massacré. Enfin bon, bref, je vais me faire encore des copains, mais c'est pas grave. Ils ont fini soit effectivement fusillés, soit déportés en Nouvelle-Calédonie. Mais le Sacré-Cœur, effectivement, est ce symbole. C'est une très belle église. C'est quand j'étais jeune étudiant, c'était là où on allait à la messe le soir tard, quand on n'avait pas pu y aller plus tôt. On filait au Sacré-Cœur parce que vous y à la messe à 22h30, etc. Donc du coup, en fait, Thomas Guénolé m'a donné envie d'aller à la messe au Sacré-Cœur. Voilà, donc je pense que dimanche, je vais aller faire un saut au Sacré-Cœur pour la messe dominicale tardive, et je ferai une prière pour le salut de son âme, car il faut pardonner. Yaren, bonjour, je t'ai même pas dit bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien, toujours quand je te vois. Par rapport à cette histoire, ce que j'aime beaucoup, c'est que l'extrême gauche, ça fait plus de 100 ans qu'elle veut raser le Sacré-Cœur, parce que c'est pas une proposition originale de Monsieur Guénolé. Ça fait 100 ans qu'ils veulent la détruire, au final c'est eux qui sont tous enterrés et la basilique est toujours là. Ces gens ne savent rien construire, ils ne savent que détruire, comme tu l'as rappelé, Jean-Michel Apathy qui veut raser Versailles, Guénolé qui veut raser le Sacré-Cœur. Ces gens sont... En fait, ce qui est génial, c'est que Thomas Guénolé, quand il sera mort, 5 minutes après sa mort, tout le monde l'aura oublié et la basilique du Sacré-Cœur, elle sera toujours là. Mais c'est justement, hier j'écoutais Europe 1, coucou à nos confrères d'Europe 1, et justement il y a une dame qui parlait à Cyril Hanouna de Guénolé, et disait qu'elle ne pouvait plus l'écouter, qu'elle ne pouvait plus supporter de l'écouter, puisqu'il dit tellement de bêtises à la minute que ça en devient vraiment inaudible. Ça on peut le constater quand même. En France, on a un terme pour définir les gens comme ça s'appelle les demi-habiles. C'est quelqu'un, on a l'impression qu'il dit des choses intelligentes, mais dès qu'on creuse, on voit qu'il n'y a vraiment pas une once d'intelligence dans ce qu'il dit. Après, Thomas Guénolé, il sait faire... les demi-mondaines, les demi-habiles. Exactement. Après, il y a un truc qu'il sait faire, c'est le buzz. Il sait très bien qu'il va choquer, il sait très bien... En fait, il a disparu des médias. Il faut peut-être rappeler que Thomas Guénolé était un membre de la France Insoumise. Il a été expulsé par la LFI pour divergence. Il n'y a pas de divergence dans un parti communiste, comme la LFI. Donc, il a été expulsé. Il a disparu des médias et aujourd'hui il essaye de revenir par la petite porte avec des déclarations cinglantes chez Hanouna, qu'il a tant insulté. Il a tant insulté Hanouna et ses émissions maintenant, et c'est le seul endroit où il est invité, parce que justement ça nous fait rigoler d'entendre des inepties pareilles. Au final, Thomas Guénolé est un petit chien qui aboie, mais il va pas faire de mal, vous inquiétez pas. Il est pas au pouvoir, il est pas prêt d'y arriver. Oui, et puis il faut qu'il profite de sa tribune au sein de Touche pas à mon poste, parce que l'émission va pas tarder à s'arrêter. Alors où est-ce qu'il ira après? Où est-ce qu'il ira quémander une place dans le PAF? À Bolloré s'il peut aller sur Canal+, ou sur CNews. Ou dans les Cassos. Bolloré finance beaucoup de films de gauche. Dans les Cassos, vous avez vu, c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier numéro. En fait, c'était Andy qui était dessus, avec Harry Boom Boom, avec les bonbons, quoi. Notre député merveilleux. Andy qui doit se faire soigner, c'est ça? Oui. Il va se faire soigner. Alors je comprends pas, c'est bien de se droguer, mais il faut se faire soigner. Alors en plus ils sont très contradictoires à gauche là sur cette histoire. Alors peut-être qu'on rappelle en 2 secondes, il y a un député LFI qui a été attrapé en train d'acheter des drogues de synthèse. La True et MMC qui servent surtout pour les soirées chemsex. La question ne dit pas s'il avait acheté du poppers avec ou pas. Voilà. Je crois qu'en général avec le 3 MMC on n'a plus besoin de ce que j'ai cru comprendre, je me suis renseigné un peu. Personnellement, moi je suis journaliste. Je suis journaliste, je rentre dans le fond des sujets, donc j'ai lu. Le gars il rentre dans le fond des sujets. On apprend. Vous êtes caustique. Mais comme disait, c'est dommage qu'il soit allé l'acheter dans le métro, il aurait pu l'acheter à Louis Boyard. C'est vrai, on se pose. Mais voilà, donc Andy, ce député LFI qui s'est fait attraper à acheter de la drogue, a expliqué qu'il allait se faire soigner. Et d'un côté, l'extrême gauche a commencé à écrire en disant oui, c'est pas de la toxicophobie, tout est phobie chez ces gens. Donc c'est de la toxicophobie. Expliquer aux gens qu'il faut pas qu'ils se suicident en prenant des drogues à haute dose, ce serait de la toxicophobie. Et de l'autre côté, il y a quand même Sandrine Rousseau qui disait non mais c'est un malade, il faut le comprendre, c'est pas sa faute. Donc est-ce que c'est de la toxicophobie? Est-ce que c'est une maladie? Surtout, j'aurais été très curieuse de voir la réaction de Sandrine Rousseau si ça avait été un élu de droite qu'on avait attrapé la main dans le sac. Je pense que ça aurait pas été on doit le soutenir,
soutenir, bravo, courage à tel député de droite du RN. Ah non, je pense que ça aurait été l'esclandre, ça aurait été pointé du doigt. Là, on voit quand même le retournement de situation. Mais tout comme pour Quatennens, quand il avait frappé sa femme, c'est d'un coup, pardon, mais en fait, il a peut-être une part de féminisme, parce qu'en fait, c'est qu'il aime tellement. Enfin, c'est à croire, quoi, qu'il serait prêt à le dire. C'est le bon chasseur et le mauvais chasseur. Ouais, vraiment. Si on a le droit de frapper sa femme si on est de gauche, et de droite, on n'a même pas le droit de lever la voix. Qu'est-ce que t'en penses ? Là, on est de manière plus politique à cette histoire de Andy. On voit bien qu'en plus on est dans la conception d'un élément de langage unique qui a été fait à un moment donné parce que communication de crise, dispatché à tout le monde, et tout le monde arrive alors vaguement avec ses mots en disant non, le pauvre c'est un malade, soutien, blablabla. Donc ils sont tous dans l'élément de langage, mais c'est tellement grotesque et tellement gros et ça se voit tellement qu'ils en deviennent ridicules, quoi. Évidemment ils en deviennent ridicules. Et ils se font déborder sur leur extrême gauche qui explique qu'il faut légaliser toutes les drogues, il faut laisser les zombies dans les rues de Paris. Alors, moi j'étais allé à Stalingrad avec le sénateur Stéphane Ravier pour faire un reportage qui sortira bientôt. Non, en fait, on peut pas légaliser les drogues pour avoir le pays où il y a que des zombies qui se battent dans les rues. On voit déjà ce qui se passe aux États-Unis. Ou des ZAD. Alors les ZAD, limite les ZAD, ça va, ils sont entre eux et ils sont dans des champs en général, mais on voit. Ils n'ont pas le même combat non plus. C'est critiquable certes, mais c'est pas le même. Quand on voit les ravages de la drogue et surtout des drogues dures, je comprends pas comment est-ce qu'on peut se dire qu'on va créer une meilleure société en autorisant le crack, la cocaïne et toutes ces drogues dures. Déjà que les drogues simples, les drogues douces comme on dit, je déteste ce mot, créent des abrutis et des zombies toute la journée. Les mecs veulent quoi comme société ? Quelle société ils veulent créer ? On va autoriser le crack, l'héroïne et le 3-MMC le fentanyl bientôt. Et le fentanyl. Et on voit d'ailleurs dans les rues de Californie, moi je connais beaucoup de gens aux États-Unis, surtout en Californie, qui ont vu à LA la dégradation, mais même dans les beaux quartiers, même à West Hollywood et tout, il y a des zombies dans les rues, on se fait agresser. C'est très dangereux. Et les images sont extrêmement choquantes quand on voit des espèces de zombies qui déambulent dans les rues de Los Angeles ou de San Francisco d'ailleurs. San Francisco a énormément de problèmes, qui défèquent dans les rues, qui agressent, qui s'endorment par terre comme ça en pleine journée. C'est ça le projet de société de la gauche ? Oui. Oui, voilà. C'est ça le projet de société de la gauche. Bon, je pense que nous n'avons pas les mêmes valeurs. Non, c'est clair et net. Mais ça me fait penser, je fais une petite pub alors attention, non pas à Libération, mais à Libération, qui est en gros une parodie de Libération. Et hier, notamment David Alem, donc, qui est directeur du pôle communication, qui s'est fait piéger avec ce post marqué donc justice de point Andy Quebra dépose plainte contre le journal d'extrême droite Valeurs Actuelles pour toxicophobie. Mais en réalité, on en rigole. Mais je pense que mais en fait c'est tellement ça paraît tellement réel. L'histoire de moi je l'ai vu passer ce tweet de Libération, mais c'est pas eux qui ont inventé toxicophobie, c'est un vrai tweet de je sais plus quel Gugus encore qui est allé dire ouais c'est honteux machin, soutien Andy, faites de la recherche sur X toxicophobie, vous allez voir que ils l'ont pas inventé, en fait ils ont vu passer le truc, ils ont dit oh putain c'est bon etc. Ce serait marrant qu'ils portent plainte pour ça. Mais c'est le siècle des phobies, c'est vraiment. Ah bah oui, tout le monde est phobe. Il faut être phobophobe. Une phobe qui est censée être une peur irrationnelle. J'ai pas une peur irrationnelle, j'ai une peur rationnelle de voir des drogués qui se baladent dans les rues. Et puis c'est même pas, c'est même pas en réalité une peur, c'est que c'est pas normal. Enfin, on ne peut pas souhaiter ça à nos enfants, à nos frères, à nos sœurs, à nos mères de finir comme ça. C'est à partir de là, on faut quand même rester quand même suffisamment sain d'esprit. Et je pense que c'est le bon sens. Comme disait Guénolé ou Apathy, ces gens veulent détruire, mais ils ne proposent rien en face. Ils veulent raser le Sacré-Cœur, ils veulent raser Versailles, ils veulent détruire notre société, mais sans jamais rien proposer comme alternative, si ce n'est la drogue, l'argent gratuit, et donc ce paradis sur terre communiste qui, on a essayé quelques dizaines de fois le paradis communiste, ça finit dans les goulags avec une balle dans la nuque. Donc, Mais c'est comme ça me fait penser, parce que je sais pas si on en a parlé, mais à Marseille, ils souhaitent ouvrir une salle de shoot dans le... Rappelle-moi, Gaël. Dans l'église Notre-Dame de... C'est pas Notre-Dame de la Garde ? C'est ça. Il me semble que c'est dans Notre-Dame de la Garde, ils avaient signé une pétition pour ouvrir un centre de toxicomanes dans l'église. Ouais, celle de shoot. T'as pas vu passer ?
Mais en réalité, là, ça on en parle, mais... Bonne mère. Hein. Oui, c'est vraiment ça. Mais ça fait quelques temps déjà qu'en fait, il y a une association, alors je sais plus laquelle, je vais pas dire de bêtises, mais qui se situe juste tout près justement de Notre-Dame de la Garde, je dis pas de bêtises, qui justement accueille énormément de migrants. Donc en plus, on a toute ce mélange des causes. Donc à la fois traiter le problème des drogues, à la fois traiter le problème de l'immigration. À Marseille, là, c'est en train de devenir le festival de l'exemple même de la gauche. C'est en train de devenir Paris. C'est un... oui. Moi je suis allé à la colline du Crac. Hein. Oui. C'est Marseille, justement, on avait reçu Stéphane Ravier. Non, à la colline du Crac, j'étais allé il y a 2 ans. Là, j'étais à Stalingrad, qui est encore un Stalingrad pour les intimes. À Marseille, ils ont des gros problèmes de cannabis, un peu de cocaïne, mais ils n'avaient pas encore le crack. C'est en train d'arriver, ça commence à Paris, ça descend. Et Stéphane Ravier, le sénateur, était choqué de voir justement l'état de Paris, parce qu'il disait j'ai pensé qu'à Marseille j'avais tout vu, c'est pire à Paris. Bon, il n'aura jamais une occasion de dire du mal de Paris, et je le comprends. Mais ouais, le crack, c'est en train d'arriver à Marseille, parce que eux, c'était plutôt des trafics à l'ancienne, à la papa. Non, mais c'est en tout cas... Charles, la situation de la drogue en France Je pense qu'on fait le même constat en général. Non, ça empire de plus en plus. Après, la problématique du crack, elle n'est pas d'aujourd'hui. Hein. On a surtout commencé à voir ça aux Antilles, il y a une vingtaine d'années. Et puis ça arrive de plus en plus, parce que c'est pas très compliqué de faire du crack en fait. Vous faites un labo de crack, vous le faites dans votre cuisine avec une cocotte nue, de la cocaïne, etc. Moi j'aurais démantelé un des labos de crack quand j'étais juge d'instruction. On appelle ça un labo de crack, mais en réalité c'est un mec dans sa cuisine, voilà, avec sa cocotte et qui consomme la moitié de ce qu'il produit et qui en général en produit pour pouvoir payer sa consommation à côté. Mais c'est très problématique parce que d'abord ça vous détruit très vite. Vous avez une création d'addiction quasiment instantanée. C'est une prise, c'est ça. Et c'est pas cher. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça s'était d'abord répandu aux Antilles, parce que c'était une drogue pas chère, et ça avait fait des ravages terribles. Bon, aux États-Unis, on voit ce que ça donne, et partout où vous avez le crack, on voit ce que ça donne. Hein. Donc c'est très 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 dangereux comme type de stupéfiant. Et c'est d'autant plus dangereux qu'en réalité, c'est très atomisé comme système de production. On n'est pas sur des filières ultra structurées de criminalité organisée, etc. Donc ça peut être fait finalement par des mecs comme ça dans leur cuisine qui après répandent le truc. Bon. Donc c'est le type de drogue qui pose des problèmes. Alors le trafic, voilà, on sait, il y a des ethnies très particulières, enfin très spécifiques, qui sont spécialisées d'ailleurs dans le trafic de crack sur Paris. Donc on sait qu'on a un problème sur le trafic, mais c'est un trafic atomisé, donc du coup qui est compliqué à éradiquer, parce que vous attrapez un bonhomme de toute manière, il y en a 50 autres à côté, voilà. Donc filière de crack, c'est compliqué à démanteler. Et derrière, ça pose un problème de santé publique qui est évidemment grave, parce que le crack addict, c'est pas la même chose que le type qui passe sa journée à fumer du cannabis, ou le gars qui est sous de la neige dans le pif en permanence. C'est pas le même comportement sur la voie publique du toxicomane. Donc on est vraiment sur des problèmes qui en plus qui créent de l'insécurité, parce que le comportement du craqueux, voilà, qui est en manque, qui a besoin de trouver du pognon, pas forcément beaucoup d'ailleurs, mais du pognon. C'est 2-3 euros la dose, voilà, c'est ça, pour prendre sa dose, etc. Donc on a derrière ça induit des comportements de délinquance de voie publique très dangereux. Et très gênant pour la population, voilà, parce qu'on le voit et puis ils font chier tout le monde, quoi. Donc c'est un vrai sujet en tant que tel. Et le problème, c'est de sortir de l'addiction. Donc là, je suis assez d'accord pour dire qu'il y a un problème médical sur le traitement des gens qui sont addicts au crack. Il faut trouver un moyen de les sortir. Il faut les enfermer, les désintoxiquer. Les désintoxiquer, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Parce qu'il faut de la place. C'est des gens qui arrêtent, mais bon, il faut les enfermer. Et tu les enfermes où? Il faut de la place. Tu sais, la plupart retombent en fait une fois sortis. S'ils sont traités, la plupart retombent. Déjà, on a à Paris en tout cas, je connais pas pour le reste de la France, à Paris, une énorme partie de la population qui est addict au crack, ce sont des étrangers et des clandestins. Donc déjà, ça t'expulse. Ah bah oui, faut expulser. Et à la colline du crack, quand j'y étais, je n'ai vu que des clandestins. On a discuté avec eux et tout. Ils disaient ouais, moi je suis du Sénégal, moi je suis de machin et tout. Ça c'est. Il y a des Français. Il y en a bien sûr, mais alors à la colline du crack non. Oui. Il y en avait pas.
À Stalingrad non plus, il y en avait pas. Du moins, je suis pas allé vérifier les papiers un par un, mais bon, ils parlaient pas français. Ils étaient dans les rues, ils dormaient dans. Le commissaire Schnorrokian n'a pas demandé les papiers. Alors, je n'ai pas le droit de demander les papiers, mais en général, en discutant un petit peu avec eux, on comprend. Ils me disaient, ils parlaient en anglais, ils disaient voilà, je viens de tel pays et tout. Ça vient de d'où principalement? C'est Afrique subsaharienne, majoritairement Afrique subsaharienne. Et donc déjà, on peut, vu que la France est très gentille et très généreuse, on peut soigner puis expulser. Ou alors on peut expulser directement. Mais vu les dépenses, autant soigner avant si on au point où on en est dans les dépenses publiques. Après, donc il y a l'expulsion et il y a un problème, enfin une solution pour régler cette histoire du crack, c'est que le crack c'est un dérivatif de la cocaïne et qu'il faut donc couper le trafic de cocaïne. Il faut trouver les moyens d'arrêter le trafic de cocaïne qui quand même inonde la France et dont découle cette crise du crack. Il y a une source à tout. Parce que ouais, ils font le crack dans leur cuisine, mais s'ils n'ont pas la base, si ils pourront rien faire. Tu fais voilà. Donc il faut arriver à combattre le trafic de drogue et donc le trafic de cocaïne pour pouvoir combattre les crackheads en France. Mais il faut dire ce qui est, le trafic de cocaïne, je pense, arrange certaines personnes, et je pense que ce soit de gauche, de droite, pour le coup, c'est pas possible. Au gouvernement, oui, au gouvernement doute pas, aussi. Et je pense que ça, les premiers à le condamner devraient aussi se sentir un peu concernés et sensibiliser et en parler aux gens autour d'eux et même parfois se soigner eux-mêmes parce que ça c'est un vrai problème, je pense, de santé publique. Mais alors, je vais vous balancer un truc comme ça, tiens, qui vient de... Le nom des ministres qui prennent de la coke ? Non mais... tu rigoles, mais tu vas voir que je te rejoins d'une certaine manière. Tu sais, on a la haute autorité de la transparence de la vie publique, on demande la transparence financière aux politiques, etc., en disant voilà, votre patrimoine, machin, etc. Une mission qu'on pourrait être confiée à la haute autorité de la transparence de la vie publique, c'est de tester médicalement. Faire un audit des élus, des ministres. Des tests antidrogue ? Bien sûr. Mais ce serait excellent. Des conseillers ministériels, etc. Et vous savez, la cam, elle reste dans les cheveux. Hein. À vie, 2 mois ou 3 non, 2-3 mois. Elle reste dans les cheveux. Là. Non, ça dépend des drogues. Mais par exemple, si les gens ils prennent de la coke, etc., l'historique il reste dans les cheveux. Et vous faites prélèvement. Donc sous le contrôle de la haute autorité, donc pour éviter qu'il y ait de la corruption, etc. Et à l'entrée en fonction, dans des fonctions politiques, ministérielles, etc. Prélèvement, test. Louis Boyard. Il y aurait plus un seul ministre. Mais test cam. C'est une excellente idée. Test cam. Légalement, on aurait le droit. Il suffit de le mettre dans la loi. Montrer patte blanche, cheveux blancs. Alors moi, il se trouve que je suis pilote, pour les gens qui me connaissent le savent, mais à l'époque, quand j'étais rentré chez Air France, ça remonte à 1989, quand on faisait la visite médicale, ce qu'on appelait au CMPN, au centre d'examen médical du personnel navigant, on faisait ça, moi je faisais ça à l'armée, vous avez des prises de sang, vous avez des tests médicaux, etc. C'est logique. Ce qui est logique, vous avez besoin de ce qu'on appelle un certificat médical de classe 1, et donc on regarde si médicalement vous êtes apte. Et pourquoi est-ce qu'on regarderait pas si médicalement un personnel est apte à politiquement, ils prennent des décisions etc. qui sont quand même cruciales pour tous les Français. Je pense que ça serait légitime de demander d'ailleurs cette loi. On propose une loi. Vraiment extrêmement bonne idée. À l'entrée en fonction et tous les ans. Et tous les ans ou tous les 6 mois. Un test sous l'égide de la haute autorité de la transparence rendu public. C'est le cas pour l'armée, par exemple, pour les militaires, je crois, il me semble. Il y a des Alors, tests différemment, de drogue. il y a des contrôles. Après, il y a des tests stup, et bon, après, vous avez des tests urinaires, machin, etc. Mais ce qui est efficace, c'est le test cheveux. C'est celui-là qui est efficace. Une excellente idée, Charles. Et ça, transparence. Alors, je suis sûr que, tiens, je vais faire une tribune là-dessus. C'est une très bonne idée. C'est une super idée. Je vais balancer l'idée. Est-ce que il faut que j'appelle Est-ce que je peux te le piquer dans mon édito de demain matin ? Ouais, mais si tu dis que c'est moi. D'accord, voilà. Faut le citer alors. Je vais prendre un tweet dans la journée pour pisser contre l'arbre. Mais non, mais cela étant, c'est pas con. Parce que c'est déjà, vrai on va cutter, on va le balancer cet extrait. Mais parce que là, tu vois, c'est cette histoire de Andy, machin, etc., de la caméra. À un moment donné, c'est de la transparence. Bien sûr. Et c'est pas le seul. En vrai, honnêtement, on va pas se mentir. Mais non, mais c'est pas le seul. C'est bien, c'est pas le seul. Il s'est fait piéger. Mais tous autant qu'on connaît. Enfin, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on traîne dans le milieu politique. Moi, ça fait plus de 40 ans. On les connaît. Bien sûr. On sait bien qui est-ce qui met le nez, le pif dans la neige. Le devoir d'exemplarité. Autant à droite qu'à gauche d'ailleurs. Mais bien sûr. C'est donc ça. C'est une super idée, ça. Vraiment, le test drogue pour les élus. Mais le test de drogue, tous les 6 mois ou tous les ans. La haute autorité de la transparence de la vie publique, elle a du travail au moment des élections. Il faut lui donner du travail. Ce sera un bilan, comme le bilan des salaires. Et puis public, pareil, transparence. Voilà, tac, tac, tac. Totalement d'accord. Parce que la consommation de sup, c'est une infraction.
Même s'ils disent ouais c'est malade, non, usage de stupéfiants, ça reste pour l'instant une infraction. Donc et derrière ça a des conséquences. Donc c'est vrai que ce sera pas totalement débile d'avoir le test sanguin, salivaire, prise de sang et cheveux. Ouais. Je crois que t'es le premier à proposer cette idée. Hein. Ouais, je vais pas me faire des copains. Tu vas plus pouvoir mettre les pieds à l'Assemblée là. C'est bon, je vais tenter le coup, je vais aller boire un coup au Bourbon tout à l'heure. On s'y retrouve. Bon, merci à tous les trois en tout cas pour cette belle revue de Moraline. Je vous invite à tous, chers auditeurs, à aller vous à commander notre magazine Trump l'homme à abattre sur notre site internet. Actuellement, il Qui est vient à New York avec moi le 5 alors nous on fait un 24 heures non-stop direct ici pour les élections, donc pendant plus de 24 heures, ça va faire 26 heures en réalité. On va commencer la matinale et on va finir le lendemain à 10 heures. Je vais voir, mais je vais peut-être faire un aller-retour à New York quand même. Ah, c'est vrai que ça doit être sympa à voir. Donc je vous rappelle que vous avez moins 24% jusque ce soir avec le code USA24 sur notre site internet www.frontiermedia.fr.